Mercredi 17 septembre, 16h52. Je me souviens de la minute exacte parce que je regardais l'horloge sur mon tableau de bord lorsque mon téléphone a sonné. Le vol de mes beaux-parents avait été repoussé 2 fois ce matin-là et j'étais épuisé de cette fatigue silencieuse et profonde qui vous prend après avoir souri pendant 6 heures dans un aéroport. Je n'avais aucune idée que, dans les 4 minutes suivantes, tout ce que je croyais savoir sur ma propre maison allait s'effondrer. Je vais vous raconter ce que j'ai découvert sur ces caméras. Et je vais vous raconter ce que j'en ai fait, parce que je n'ai pas crié et je n'ai rien cassé. Et à la fin, je n'en avais pas besoin. Bienvenue sur Dad's Pure Revenge. Si vous regardez cette vidéo depuis votre voiture, votre cuisine ou votre salle de pause, laissez un commentaire et dites-moi d'où vous nous regardez ce soir. Si vous pensez que la loyauté doit être récompensée et que la trahison silencieuse ne devrait jamais gagner, cliquez sur « J'aime » avant de commencer. Maintenant, laissez-moi vous ramener au début. Parce que vous devez comprendre qui était Maria Santos avant de comprendre pourquoi sa voix tremblante au téléphone représentait le monde entier pour moi. Maria travaillait pour notre famille depuis 10 ans. Elle avait commencé le même mois où ma fille Sophie était née, à l'époque où nous vivions dans un appartement de 2 chambres sur Larkspur, à Aurora, dans le Colorado. Elle n'était pas simplement quelqu'un qui passait la serpillière. C'était elle qui avait remarqué la fièvre de Sophie avant même l'ouverture du cabinet du pédiatre, qui faisait 20 minutes de détour tous les vendredis pour apporter les tamales préférés de ma belle-mère lorsqu'elle se remettait de son opération de la hanche, et qui, en 10 ans, n'avait jamais pris un seul jour de maladie dont elle n'avait réellement pas besoin. Elle gardait un petit carnet à spirale dans la poche de son tablier, dans lequel elle avait noté dans quel placard se trouvait le médicament contre l'allergie aux cacahuètes de Sophie, au cas où elle serait un jour seule à la maison avec elle. Personne ne lui avait demandé de faire ça. Elle l'avait simplement fait. Elle avait l'habitude de laisser un torchon plié sur la poignée du four, toujours de la même manière, un coin soigneusement replié sous l'autre. C'était une toute petite chose. Je n'ai compris que plus tard à quel point cette petite habitude régulière allait finir par compter pour moi. Je m'appelle Michael Carter. J'ai 46 ans. Je dirige une entreprise de taille moyenne spécialisée dans l'isolation commerciale à Denver. Le genre d'entreprise qui ne fait pas les gros titres, mais qui paie les appareils dentaires, les vacances en famille. Finalement, les billets d'avion aller-retour de mes beaux-parents pour leur visite de 2 semaines chaque mois de septembre. Mon défaut, et je vais le dire franchement parce que cela ne sert à rien de prétendre le contraire, c'est que je fais confiance aux gens comme on fait confiance à la gravité, automatiquement, sans vérifier. Je signais des documents sans lire chaque ligne. Je donnais à mon associé des identifiants de connexion que j'aurais dû garder pour moi. Je pensais que si quelqu'un disait vous aimer, cela mettait fin à l'enquête au lieu d'en être le début. Ce mercredi-là, je venais simplement de déposer les parents de ma femme à l'aéroport international de Denver après leur visite. Ma femme, Laura, était restée à la maison. Elle m'avait dit que son dos lui faisait mal et que marcher autant serait trop difficile. Je n'avais pas posé de questions. Je ne remettais jamais grand-chose en question. J'étais sur Peña Boulevard, à 61 miles à l'heure dans une zone limitée à 65, lorsque Maria m'a appelé. Sa voix n'avait pas son calme habituel. Une fissure la traversait littéralement. « Monsieur Carter, dit-elle, ne rentrez pas encore chez vous. S'il vous plaît, vérifiez d'abord vos caméras. » Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle ne voulait pas me le dire. Elle s'est contentée de répéter. « S'il vous plaît, vérifiez les caméras. » Puis elle a dit qu'elle devait partir et la ligne s'est coupée. Je me suis garé dans une station-service sur I-56 TH Avenue, les mains légèrement tremblantes, et j'ai ouvert l'application de sécurité sur mon téléphone. Nous avions installé les caméras 2 ans plus tôt après une série de vols dans les voitures du quartier. J'avais presque oublié qu'elles fonctionnaient encore la plupart du temps. La caméra du salon montrait mon beau-frère. Non, je dois raconter les choses exactement comme elles se sont passées. Ce n'était pas mon beau-frère. C'était Ryan Mitchell, mon meilleur ami depuis notre 2e année à Colorado State. L'homme qui avait été témoin à mon mariage et qui avait lu un poème qu'il avait lui-même écrit sur la façon dont la loyauté durait plus longtemps que le beau temps. Ryan était assis à ma table de cuisine. Laura était assise en face de lui. Et étalés entre eux sur la table se trouvaient des documents, des pages imprimées, un dossier, mon dossier, le dossier bleu marine dans lequel je conservais les copies de notre assurance professionnelle et de l'acte de propriété, rangés dans un tiroir verrouillé de mon bureau à domicile. J'ai augmenté le volume. Le son était faible, mais j'en ai entendu suffisamment. J'ai entendu Ryan prononcer 2 fois le mot « signature ». J'ai entendu Laura rire. Pas un rire chaleureux, un petit rire sec. Puis elle a dit « Il ne s'en rendra même pas compte avant que tout soit déjà fait. » Je suis resté assis sur le parking de cette station-service pendant 11 minutes sans bouger.
Un homme dans un pick-up Ford s'est garé à côté de moi pour faire le plein, a rempli son réservoir et est reparti. Je ne l'ai même pas remarqué arriver ou partir. Je regardais la main de ma femme posée sur celle de Ryan, là, sur ma table de cuisine, juste à côté d'une pile de papiers sur lesquels mon nom était imprimé à des endroits où je ne l'avais jamais écrit moi-même. Je veux être honnête sur quelque chose. Je n'ai pas explosé. Je ne suis pas rentré chez moi en ouvrant la porte à la volée. Quelque chose en moi est devenu parfaitement immobile, comme un lac qui se calme juste avant une tempête, et non après. J'ai rappelé Maria. Elle a décroché à la première sonnerie, comme si elle avait gardé le téléphone dans sa main. Depuis combien de temps cela dure-t-il? Lui ai-je demandé. Je ne sais pas avec certitude, Monsieur Carter, répondit-elle. Je lui ai demandé pourquoi elle risquait son emploi pour me prévenir. Elle est restée silencieuse quelques secondes. Puis elle a dit quelque chose à laquelle je pense encore presque tous les jours. Parce que vous m'avez payé à temps chaque mois pendant 10 ans, même le mois où votre père est décédé et où vous avez oublié presque tout le reste. Quelqu'un dans cette maison devait être honnête avec vous. Je ne suis pas rentré chez moi cette nuit-là. J'ai envoyé un message à Laura pour lui dire que je restais dans un hôtel près de l'aéroport parce que j'étais trop épuisé pour conduire davantage. Ce n'était pas exactement un mensonge. Seulement, ce n'était pas toute la vérité. Je me suis enregistré dans un Hampton Inn sur Tower Road, je me suis assis au bord du lit et j'ai lu tout ce que Maria avait écrit dans son petit carnet à spirale, retranscrit sur une nouvelle page et photographié pour moi. Des dates, des heures, une mention d'un document qu'elle avait entendu appeler un « Kicklin », une mention du transfert de 40% de ma participation dans mon entreprise vers quelque chose appelé une fiducie de détention, avant que, selon les mots de Ryan, il ne devienne plus intelligent à ce sujet. Voici ce que je n'ai pas fait. Je ne les ai pas confrontés cette nuit-là. Je n'ai pas appelé un avocat en hurlant. Je suis simplement resté avec tout ça. Non, je me suis laissé ressentir exactement à quel point cela faisait mal, parce que prétendre que cela ne me touchait pas m'aurait rendu stupide 2 fois. Une première fois pour ne pas l'avoir vu, et une deuxième pour avoir voulu passer trop vite à autre chose. Jeudi 18 septembre, 9h14. J'ai appelé mon avocate, Claire Bennett, qui s'occupait de mes contrats professionnels depuis 6 ans. Je lui ai raconté ce que j'avais vu. Elle est restée silencieuse un instant. Puis elle m'a posé une seule question qui a changé la forme de toute cette histoire. Michael, au nom de qui est réellement l'acte de propriété de Larkspur et au nom de qui se trouve la majorité des parts de Carter Insulation? Moi, uniquement moi. Laura n'avait jamais été ajoutée à aucun des 2 documents, quelque chose que j'avais prévu de régler depuis des années, parce que je pensais être de l'équité, mais que je n'avais jamais pris le temps de faire. Ce matin-là, j'ai compris, peut-être pour la première fois, que ma propre procrastination m'avait accidentellement protégé. Je n'avais pas envie de célébrer ça. Je me sentais malade, parce que cela signifiait que les documents posés sur ma table de cuisine n'étaient ni une erreur ni un malentendu. C'était une falsification en cours. Quelqu'un préparait des documents conçus pour ressembler à ma signature. Pendant les 9 jours suivants, j'ai vécu comme un homme regardant une tempête se former à l'horizon, comptant la distance entre l'éclair et le tonnerre. Je n'ai rien dit à Laura. Je continuais à rentrer à la maison comme d'habitude. Je l'embrassais sur la joue comme d'habitude. Je la regardais cacher l'écran de son téléphone lorsque j'entrais dans la cuisine, quelque chose que j'avais autrefois toujours trouvé une excuse pour expliquer et que je voyais désormais avec des yeux complètement différents. Ryan est passé 2 fois cette semaine-là, les 2 fois alors que j'étais censé être encore au bureau. Sauf que je n'y étais pas. J'étais garé 2 rues plus loin dans mon camion, à regarder sa voiture entrer dans mon allée grâce au flux des caméras. Claire travaillait rapidement et discrètement. Au 4e jour, elle a confirmé que le tampon du notaire présent sur l'un des documents provisoires appartenait à un cabinet dont la licence avait été suspendue 6 mois auparavant, précisément pour ce genre de pratique. Au 6e jour, elle a découvert un 2e compte de dépôt ouvert sous le nom de jeune fille de Laura, avec déjà 3 petits virements dessus. Rien d'énorme pour l'instant, juste assez pour donner l'impression, sur le papier, que le compte existait depuis des années. Au 7e jour, j'ai agi discrètement. J'ai rencontré Claire et j'ai restructuré la propriété de Carter Insulation au sein d'une fiducie familiale, mais pas celle que Laura et Ryan attendaient. J'ai désigné ma fille Sophie comme bénéficiaire principale avec une clause claire et inattaquable empêchant tout transfert sans son consentement direct lorsqu'elle aurait 25 ans, ce qui lui laissait encore 3 ans. En attendant, Claire en serait la fiduciaire. J'ai vendu purement et simplement la propriété de Larkspur à un acheteur que Claire avait trouvé par l'intermédiaire d'un collègue à sa juste valeur marchande. J'ai utilisé une partie du produit de la vente pour mettre en place quelque chose que je voulais faire depuis des années sans jamais l'avoir fait. Un compte permanent entièrement financé au nom de Maria Santos, accompagné d'une lettre précisant que,
Quoi qu'il arrive à mon mariage, son emploi et la sécurité de son logement ne dépendraient plus jamais de cette situation. Je n'ai rien fait de tout cela pour punir directement Laura. Je l'ai fait parce que j'avais enfin compris que ce qui m'appartenait devait, sur le papier, revenir aux personnes qui l'avaient réellement mérité. Les appels manqués ont commencé au 8e jour. Laura avait remarqué que l'annonce de Larkspur était apparue sous un autre nom. 11 appels manqués cet après-midi-là. Le soir, 29. Ryan a également appelé. 2 fois. Même si je n'ai pas reconnu le 3e numéro avant que Claire m'explique qu'il avait commencé à utiliser l'ancien téléphone portable de sa mère pour essayer de me joindre. Le lendemain matin, ils avaient laissé 38 appels manqués à eux deux. Elle n'avait encore aucune idée de tout ce que j'avais déjà déplacé. Mais elle allait bientôt le découvrir. Vendredi 26 septembre, 19h20. J'ai finalement répondu. Je lui ai dit de venir seule à la maison. Elle est venue. La voiture de Ryan n'était pas dans l'allée cette fois-là. Elle est entrée en parlant déjà, en construisant déjà une histoire sur le fait que je réagissais de manière excessive, que le dossier posé sur la table n'avait rien à voir avec ce que je pensais. J'ai posé les relevés bancaires imprimés sur le comptoir, puis la lettre de suspension du notaire, puis les documents de la fiducie avec le nom de Sophie dessus, déjà déposé, déjà définitif. Je n'ai pas élevé la voix une seule fois. Ma voix ne s'est pas élevée, lui ai-je dit. Elle n'en avait pas besoin. Elle s'est arrêtée au milieu d'une phrase lorsqu'elle a vu les documents de la fiducie. Son visage a fait quelque chose que je ne lui avais jamais vu faire auparavant. Ce n'était pas de la colère. Pas exactement. C'était plutôt comme regarder les fondations d'un immeuble céder sous lui alors que le toit essayait encore de rester en place. « Tu n'avais pas le droit, dit-elle. »« J'avais tout le droit, ai-je répondu. Mon nom est surtout. Il a toujours été. » Elle m'a demandé, plus doucement cette fois, s'il existait un moyen de revenir en arrière. Je lui ai dit la vérité. Je lui ai dit que je ne souhaitais pas la punir éternellement, mais que je ne souhaitais pas non plus faire semblant que les 9 derniers jours n'avaient jamais existé. La maison serait vendue. L'entreprise était protégée d'une manière qu'elle et Ryan ne pourraient pas toucher. Quoi qu'elle et Ryan décident de faire ensuite, ils le feraient sans avoir accès à quoi que ce soit qui m'avait autrefois appartenu. Elle est partie cette nuit-là. J'ai appris plus tard, par des gens qui parlaient encore avec nous deux, que la propre entreprise de Ryan avait subi un coup dur peu après. Il s'avère que les documents falsifiés attirent exactement le genre d'attention que l'on ne veut pas attirer, même lorsque la victime décide de ne pas porter plainte, par respect pour ce qu'il restait de 10 années d'amitié. Je n'ai pas levé le petit doigt pour provoquer cela. Je n'en avais pas besoin. Je vis toujours à Denver, dans un logement plus petit désormais, plus proche de l'école de Sophie. Maria travaille toujours pour moi 2 fois par semaine, même si aujourd'hui, cela ressemble moins à une relation entre employeur et employé qu'à celle de 2 personnes qui se font totalement confiance, ce qui est beaucoup plus rare que cela ne devrait l'être. Elle plie toujours le torchon de la même manière, un coin soigneusement replié sous l'autre. Et chaque fois que je le vois, je pense à l'appel téléphonique qui a déclenché toute cette histoire. Je ne vais pas vous dire que j'ai tout pardonné. Ce n'est pas le cas, et je ne suis pas pressé de le faire. Ce que je peux vous dire, en revanche, c'est que j'ai cessé d'avoir besoin de quoi que ce soit de Laura ou de Ryan pour sentir que ma vie m'appartenait à nouveau. Cela s'est produit le jour où j'ai inscrit le nom de Sophie sur cette fiducie, pas le jour où l'un ou l'autre s'est excusé. Parce qu'en réalité, aucun des deux ne l'a jamais vraiment fait. S'il y a une seule chose que j'aimerais que vous reteniez de cette histoire, c'est que la loyauté s'annonce rarement avec des feux d'artifice. Parfois, c'est simplement une femme avec un petit carnet à spirale dans la poche de son tablier, prête à risquer son propre emploi pour vous dire la vérité. Faites attention aux personnes qui sont là, discrètement et constamment, bien avant que vous n'ayez besoin d'elles. Et si cette histoire vous a touché, abonnez-vous et dites-moi dans les commentaires, qui est la Maria dans votre vie? La personne qui vous a dit la vérité alors qu'il aurait été plus facile de rester silencieux. J'aimerais entendre parler d'elle.